Donc après l'exposé d'une forme d'impuissance, on va accueillir Agnès Sinaï. Agnès Sinaï, donc vous êtes journaliste environnementale. Vous avez été membre de la rédaction de la revue Entropia. Vous avez dirigé les publications de l'Institut Momentum, institut laboratoire d'idées dont vous avez été également la fondatrice. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, Penser la décroissance, Économie de l'après-croissance et Gouverner la décroissance, qui sont les 3 tomes des politiques de l'Anthropocène, publiés par les presses de Sciences Po, où vous enseignez cette thématique depuis 2010. Et vous avez également écrit Walter Benjamin face à la tempête du progrès, dont il est possible que vous nous parliez. Merci beaucoup François, merci aux pensionnaires de la Villa Médicis et à la Villa Médicis pour votre accueil très sympathique. Et merci à vous tous d'être ici ce matin. Je suis très émue d'être dans un si bel endroit aujourd'hui pour partager avec vous des interrogations aussi lourdes. J'aimerais parler ce matin de décalage, de délai, de déclic et d'éveil, de dissonance et de résonance, de seuil, pour tenter de comprendre la transition en cours et ce à quoi elle pourrait nous amener. Nous sommes confrontés, Valérie Masson-Delmotte vient de le dire dans ce petit extrait et ce montage fort intéressant, à une dégradation accélérée des conditions climatiques et plus généralement à un phénomène d'accélération de la dégradation des cycles naturels, carboniques notamment, climatiques. Et depuis 1 million d'années, en fait, jamais l'atmosphère n'avait dépassé 300 ppm de CO2. Et puis, nous voici aujourd'hui à 410 ppm, donc partie par million de CO2 dans l'atmosphère. Ce type de phénomène, on peut le qualifier de supraliminaire. C'est un terme emprunté à la science de la chimie. Et c'est un terme qui a été repris par le philosophe Günther Anders. C'est un terme aussi qui renvoie à la psychologie, à la physiologie, et qui exprime le moment où un seuil est dépassé, un seuil capable d'être perçu par nos facultés est dépassé. En fait, à partir d'un certain seuil, pour le dire plus clairement, nos facultés n'identifient pas une certaine intensité de phénomènes ou certains sons, certains événements. Et le philosophe Günther Anders, que je vais présenter brièvement, que certains connaissent ici bien mieux que moi, comme Jean-Pierre Dupuy, a beaucoup inspiré les réflexions autour de la décroissance. Il nous a beaucoup inspiré, beaucoup nourri par ses remarques autour du supraliminaire par rapport à l'infraliminaire. Donc le supraliminaire, je viens de le dire, c'est un état de overshoot des facultés, d'explosion d'un seuil au-delà duquel on ne perçoit pas ce qui est en cours, par opposition à l'infraliminaire qui est le monde des phénomènes infimes, comme Anders parle de la sieste que j'ai faite il y a 3 ans, jour pour jour. Bon, c'est un événement infraliminaire au sens où l'histoire, la mémoire historique ne va pas retenir la sieste que j'ai faite il y a 3 ans, jour pour jour. Alors que, par opposition, une catastrophe comme la disparition de l'Atlantide ou
l'explosion, le largage d'une bombe atomique à Hiroshima, ça, c'est un phénomène supraliminaire au sens où il est d'une telle ampleur qu'il est de nature à mettre un terme à l'histoire elle-même. Donc, il dépasse la dimension historique. Et donc, cette réflexion de Günther Anders m'a invité à la mettre en perspective. En fait, j'aimerais avec vous la mettre en perspective avec la question de l'Anthropocène ce matin, puisqu'il me semble que l'Anthropocène est en fait un phénomène à la fois infraliminaire et supraliminaire. Alors ça, je vais essayer de m'expliquer sur ce point. Très brièvement, comme vous le savez déjà, je pense pour la plupart d'entre vous, c'est un néologisme. Anthropocène est un néologisme qui désigne un changement d'époque. Donc officiellement, pour les stratigraphes, donc les géologues, l'appellation officielle de l'époque actuelle, c'est l'Holocène, c'est-à-dire une époque interglaciaire aux conditions stables qui dure environ depuis 11 700 ans. Et nous serions en train de sortir de cette époque et d'entrer depuis la révolution industrielle, d'après Paul Crutzen, nous serions en train de sortir de cette époque de l'Holocène, en gros donc depuis 1750, depuis la découverte emblématique de la machine à vapeur et l'utilisation des machines à feu qui ensuite a donné lieu au moteur thermique avec ce qu'on sait aujourd'hui donc de la civilisation automobile, de l'industrialisme, etc. Bref, donc ce déstockage massif d'énergie fossile, cette utilisation du feu sous la forme du pétrole, du charbon et du gaz, tout ceci concourt à faire changer notre planète de trajectoire, alors que l'origine de ce déstockage massif du pétrole, du gaz et du charbon n'est redevable qu'à 90 entreprises dans le monde depuis le début de l'industrie du pétrole qui sont ici présentées sur ce document qui a été établi et publié dans la revue Climatic Change par Richard Head. Bref, et la blague, c'est de montrer que finalement, ces 90 dirigeants de ces 90 plus grandes entreprises mondiales de production d'énergie fossile pourraient tenir dans l'espace d'un autobus américain dit Greyhound. Et donc, c'est métaphoriquement le Greyhound de l'Anthropocène. Voilà, il y a finalement peu d'industries responsables de l'Anthropocène, mais leur puissance est colossale. Et donc, il y a une espèce de décalage entre le fait d'entrer dans l'Anthropocène et le fait qu'on y est entré presque par inadvertance, parce qu'on a commencé à produire dans l'Angleterre charbonnière au départ, qui fut le berceau de cette civilisation industrielle à base d'énergie fossile, puis se généralisa en Europe, aux États-Unis, puis par le fait de la mondialisation s'exporta après la Deuxième Guerre mondiale à la plupart des pays du monde, ce qui fait qu'il reste fort peu de chasseurs-cueilleurs sur cette planète et fort peu de populations qui parviennent à échapper à ce modèle. Bref, tenter de penser ce décalage entre le fait de cette monstruosité de l'Anthropocène, qui est représenté sous la forme d'un diagramme fort impressionnant, qui est le diagramme dit de la grande accélération qui a été établi par l'Australien, climatologue australien Will Stephen et son équipe qui ont compilé des modèles, des données et ont fabriqué ces courbes de l'overshoot planétaire, de l'explosion des limites du système Terre, qu'il s'agisse des
des 3 principaux gaz à effet de serre que vous voyez tout en haut, dioxyde de carbone, oxyde nitreux, méthane, mais aussi l'accélération de la dégradation de la couche d'ozone, des températures de surface, de l'acidification des océans, de la quantité de capture de poissons, de l'augmentation de l'aquaculture, de la dégradation et de l'accumulation de nitrates dans les zones côtières, du taux d'extinction des forêts tropicales, de l'artificialisation des sols et de la dégradation de la biosphère. Bon, tous ces indicateurs du système Terre donc, sont sidérants, mais lorsqu'on les rapporte au second tableau établi par Will Steffen, qui est celui des éléments socio-techniques de l'accélération, eh bien, on est doublement sidéré à la fois par l'accélération de la dégradation des cycles naturels, mais aussi finalement du fait que cette accélération est liée à la croissance de biens et services, somme toute assez anodin. C'est le côté entré par inadvertance dans l'Anthropocène, c'est que finalement c'est le tourisme, les objets de consommation, les voitures bien sûr. Bon, des objets de consommation qui ont saturé nos existences, et Günther Anders en parle aussi, puisqu'il finalement il parle aussi du supraliminaire en constatant que nous sommes dépassés par la multiplicité des instruments que nous produisons, que le volume de ce que nous pouvons produire, faire ou penser excède la capacité de compréhension de notre imagination et de nos sentiments, et que face à ce volume de produits qui est ici représenté par ces graphes abstraits, eh bien ce volume devrait provoquer notre angoisse. Or, il n'en est rien, et c'est aussi cela qui est fort étrange, c'est qu'on a beau lire les journaux, on l'a vu aussi par la réaction des sénateurs dans cet excellent montage, lire le journal et continuer finalement à mettre l'angoisse de côté. Or, c'est aussi ce décalage entre les phénomènes d'accélération et l'absence d'angoisse qu'il provoque en la plupart d'entre nous qui est interrogé par Günther Anders et que j'interroge avec vous ce matin, puisque seule une angoisse devrait nous mener à un déclic, à une réaction, à une mobilisation. Or, apparemment, ce déclic, pour l'instant, n'a pas lieu, alors que nous vivons un changement épocal, un changement des conditions de la vie même sur Terre, qui pourrait aller jusqu'à aspirer l'histoire elle-même, puisque l'histoire humaine se retrouve imbriquée dans l'histoire de la Terre. Cet Anthropocène fait débat en ce qui concerne sa datation. La matrice Anthropocène, c'est la société industrielle, Paul Crutzen, donc l'a datée à 1750. Mais aujourd'hui, les géologues cherchent à donner de la crédibilité au néologisme Anthropocène, à la possibilité d'estimer que oui, nous sommes bien entrés dans une nouvelle époque, en rassemblant des indices, ce qu'ils appellent des spikes, des indices géologiques, en fait, des standards stratigraphiques qu'on retrouverait partout sur la planète. En grattant un peu la croûte terrestre, on tombe partout, d'ores et déjà, sur des nitrates, des particules de suie et surtout sur des radionucléides issus à la fois des bombes atomiques larguées au Japon, mais aussi des centaines d'essais nucléaires qui ont eu lieu depuis.
Et au final, dans cet article, l'Anthropocène est daté du 16 juin 1945 avec les essais, le premier essai atomique réalisé à Trinité et Alamo-Gordo dans le Nouveau-Mexique, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Pardon ? Le 16 juillet. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté le 16 juin. Merci de la précision. Donc voilà l'Anthropocène défini de manière géologique. En tout point de la Terre, il y a un signal stratigraphique, une couche superficielle qui enregistre un ensemble de sédiments, cette fois d'origine humaine, que le géologue Jan Zalaziewicz appelle des technofossiles. Donc cette hybridation de l'activité industrielle et de la consommation de masse avec ses effets nous amène à une terre inconnue, à une transformation inédite du système Terre, une terra incognita qui est en train de changer de trajectoire, comme le décrivent un article qui a fait date, publié par Barnowski et Ali. La référence est inscrite sur la diapositive. Un article qui a beaucoup frappé un certain nombre d'entre nous et qui décrit ce décrochage en fait, de la trajectoire du système Terre à un moment inconnu, dans un futur inconnu mais possiblement proche, un effet de bascule en fait, du système Terre vers un nouvel équilibre qui serait à l'avenir très éloigné des conditions écologiques favorables et stables qui ont permis le développement des sociétés humaines depuis 10 000 ans. Donc face à ce décrochage, effectivement, là aussi, cette image est sidérante. Si on y voit autre chose que le coloriage en vert d'un globe, et sollicite à la fois un état de dissonance, on l'a vu tout à l'heure avec les sénateurs, la dissonance consistant en une production d'une réalité telle qu'on voudrait qu'elle puisse être, sous la forme, par exemple, de la croissance verte, de la transition écologique, de gouvernement à base de voitures électriques qui vont merveilleusement venir remplacer les voitures thermiques et tout ira mieux. Donc, plutôt, la réponse du moment me semble être une posture de difficulté à encaisser ces informations, de sidération, de dissonance, de décalage face à ces événements supraliminaires, puisque donc ce décrochage du système Terre est un événement d'ordre supraliminaire, et sollicite donc de déverrouiller le sensible, de construire un regard, de regarder en face, de traverser aussi l'angoisse que peut inspirer cet ensemble de faits, d'événements documentés par la science, pour sortir de ce temps de l'accélération, pour se saisir de l'Anthropocène comme d'un kairos, peut-être, d'un moment d'occasion où le temps cesserait de nous dévorer et où cette bifurcation en cours nous obligerait, un, à assumer l'angoisse qu'elle nous inspire, deux, à déverrouiller notre sensibilité face à cette transformation, et trois, à se saisir de cet Anthropocène comme donc d'une occasion. D'une occasion inédite
d'investir différemment peut-être le temps qui nous reste, le temps du délai, comme dit Günther Anders, le temps qui reste pour peut-être se relier à une temporalité géocosmique que devrait nous inspirer cette connexion au système Terre et une inscription plus humble dans celui-ci. Donc, nous, Institut Momentum, avons créé cette organisation qui est un réseau de réflexion composé de gens qui sont des citoyens, des scientifiques, des journalistes, des militants, des experts. Bref, c'est un réseau bénévole qui, à partir de 2011, s'est fondé pour proposer des politiques de l'Anthropocène, avec ce souci aussi d'oser penser la politique, d'oser la politique à une époque où elle est très dévaluée, à l'aune de ce changement-là, de cette transition en cours qui est celle de l'Anthropocène. Donc nous en sommes là. Aujourd'hui, c'est difficile de reconstruire le regard, surtout qu'il s'agit effectivement d'affronter ce que l'ange que Walter Benjamin emportait avec lui dans sa valise lors de ses exils successifs, cet ange peint par Paul Klee et acquis par Benjamin au début des années 20, qui figure une sorte de conscience de l'histoire, ce regard porté sur les ruines que cet ange porte. Devant lui s'ouvre un champ de ruines et dans ses ailes souffle le vent du progrès qui le propulse vers l'arrière à contresens de l'histoire linéaire qui est celle de l'histoire du progrès. Et ce regard, c'est un regard à contresens, donc, et c'est un regard sidéré. Et c'est un regard aussi qui nous invite à nous penser au seuil de quelque chose, d'un basculement. Walter Benjamin a réfléchi à cette question des seuils, à cette question d'une temporalité instable, avec des ruptures possibles, mais aussi des bifurcations, des révolutions, des décharges magnétiques de catastrophes, mais aussi de transformations. Et c'est pour ça que Benjamin continue à beaucoup inspirer, à beaucoup nous inspirer, lorsqu'il parle de la révolution comme un arrêt, par exemple, et lorsqu'il écrit dans le livre des passages que bien souvent nous ne percevons pas les seuils. Je cherche ma citation dans voilà, dans mes notes. Il écrit, dans une citation peu connue, Walter Benjamin, « Il faut distinguer très soigneusement le seuil de la limite. Le seuil, dit Schwelle en allemand, est une zone, et plus précisément une zone de transition. Les idées de mutation et de transition, de passage d'un état à un autre, de flux, sont contenues dans le terme même de Schwellen, de gonfler, enfler, dilater, et l'étymologie ne doit pas les négliger. Donc, l'étymologie de ce mot seuil, pardon pour l'interprète, ça va devenir compliqué. Donc, il importe d'établir le contexte tectonique immédiat qui a donné au mot seuil sa signification. Nous sommes devenus très pauvres en expérience de seuil. L'endormissement est peut-être la seule qui nous soit restée. Alors voilà, cet endormissement, il résonne avec
cette sidération du supraliminaire avec cette espèce de latence, à mon avis, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un temps de latence entre « waouh !» les courbes de Valérie Masson-Delmotte, c'est pas elle qui les a inventées, hélas, les courbes de l'Anthropocène, tout ça nous arrive, mais nous n'avons pas pris la mesure, nos facultés n'ont pas encore transformé en émotion, en angoisse et en tristesse peut-être, mais aussi en sursaut, ce qui est en train de nous être représenté là. Donc on est dans ce temps de latence typiquement supraliminaire, qui est aussi peut-être celui qui se traduit dans le regard de cet ange, et qui est ce dont parle Benjamin en parlant d'une sorte d'endormissement, mais cet endormissement qui précède peut-être un éveil, une bifurcation, une nouvelle charge historique dont nous pourrions être les acteurs, mais à certaines conditions. Et la condition, c'est donc celle d'identifier les seuils. D'où la décroissance. La décroissance est, à mon sens, le seul horizon de réflexion politique aujourd'hui qui s'intéresse à la question du seuil et des limites. Et c'est pourquoi elle me semble être la voie, même si elle, au singulier, ne veut rien dire, parce que la décroissance est un ensemble de réflexions, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas le Capital de Karl Marx, au sens où il n'y a pas d'équivalent. Aujourd'hui, on n'a pas une somme idéologique unifiée autour de la décroissance, c'est un ensemble de réflexions, mais qui tourne autour de la question des limites, donc des seuils. Nous avons franchi les seuils sans nous apercevoir, par inadvertance, avec quand même un certain nombre de responsabilités, notamment des 90 plus grandes entreprises émettrices de CO2 sur la planète. Mais maintenant, il n'y a plus d'inadvertance possible, puisque tout le monde est au courant. Et donc, voici venu le temps des limites, car qui dit overshoot dit limite. Alors voilà, donc la politique refondée, pour moi, dans le supraliminaire, ce serait une politique des limites. Alors, est-ce que je vais vous en exposer les détails? Peut-être pas maintenant, enfin, ça dépend. S'il me reste 2, 3 ou 6 minutes, je crois que j'arrive. Il me reste 10 minutes, bah c'est pas mal pour essayer de donner quelques pistes de politique de la décroissance. Bon, c'est ce qu'on a commencé à faire. Alors, dont certaines présentes ici, on s'est en fait rassemblés autour de cet Institut Momentum parce qu'il fallait se donner un certain courage aussi pour affronter ces questions d'effondrement, de bifurcation, de rupture, et aussi confronter des visions. Et donc, nous avons publié sous ma direction ces 3 premiers tomes, et puis d'autres livres vont venir. Alors, voilà, parmi les principales propositions que l'on peut trouver dans le champ de la décroissance, je dirais, pour résumer, il y a 3 axes. Le premier, c'est de refonder les politiques à l'intérieur des limites écologiques. Et autour de ça, il y a plein de propositions déjà. D'ailleurs, les films de Cyril Dion, qui est ici présent, en attestent. Il y a des possibilités d'émettre de la monnaie à l'aune des limites écologiques, possibilité d'instaurer une banque européenne qui financerait la réparation des écosystèmes, et possibilité de faire basculer le modèle agricole vers un modèle d'agroforesterie et de financer des nouvelles voies, des nouvelles pratiques agricoles comme le maraîchage intensif, etc. Il y a plein d'exemples, plein d'initiatives, mais il faudrait les fédérer à l'occasion du déclic et demander à l'Europe de financer non pas des grands projets inutiles, mais une mutation de l'agriculture, par exemple.
et non pas la politique agricole commune dans laquelle nous sommes engagés. Bref, même s'il y a un deuxième pilier de la PAC avec énormément de millions d'euros qui ne sont pour l'instant pas investis dans ces nouvelles voies agricoles. Donc il faut déverrouiller quelque chose, ça c'est clair. Deuxième voie, c'est d'oser poser la question des limites. Alors là, on est encore en démocratie, tant mieux, profitons-en. Organisons des états généraux sur le rationnement énergétique, par exemple. Un mot qui fait peur, certes, qui fait peur en France, mais qui fait moins peur en Angleterre, où a été proposée l'instauration d'une carte carbone il y a une dizaine d'années. Et on pourrait tout à fait imaginer que ce rationnement, ce ne serait pas le retour au Moyen-Âge, mais que simplement, dans notre portefeuille, on aurait notre carte de crédit et en tout cas notre carte bancaire, plus ou moins de crédit, et une carte carbone qui nous permettrait de savoir à combien de litres de carburant par an on a le droit. Voilà, donc un plafonnement par individu, par an, qui équivaudrait à peu près à 1 tonne équivalent pétrole au lieu des 2,5 actuels que nous dépensons chaque année et qui se révèlent délétères pour le climat et complètement hors trajectoire climatique, comme l'a montré Valérie Masson-Delmotte. Donc, deuxième piste, ce serait délibérer sur cette question du rationnement, proposer une carte carbone, la tester dans un premier temps, pourquoi pas à l'échelle d'une région, puisqu'on a tellement peur, on peut au moins faire des démonstrateurs pour montrer que ce n'est pas finalement dramatique de ne pas aller en Thaïlande, passer ses vacances de Noël et de maîtriser son budget carbone. Et surtout, comme tout le monde aurait le même, on aurait peut-être moins les gilets jaunes sur les ronds-points, puisqu'ils se sentiraient moins victimes d'injustice, puisque tout le monde aurait le même quota qui ne serait pas accumulable en bourse, bien sûr, contrairement au système européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre actuel, qui a suralloué les quotas aux grandes entreprises de l'énergie, de la sidérurgie, du papier, qui donc ont accumulé une surallocation pour faire de l'argent avec. Et donc on comprend bien pourquoi il y a un sentiment d'injustice massif aujourd'hui en France et sans doute en Italie aussi, par rapport à cette disproportion entre les efforts demandés aux ménages et une certaine tolérance encore vis-à-vis des grands acteurs responsables du changement climatique. Troisième piste serait de promouvoir de nouvelles valeurs, de nouveaux attracteurs. On est au cœur de la beauté ici, on est au cœur des beaux-arts, de la musique. Le vivre ensemble, le partage, les biens communs, tout ceci devrait faire l'objet de beaucoup plus d'investissements pour valoriser ce que Georges Bataille appelait la part maudite, c'est-à-dire la dépense improductive de la part immatérielle en nous, car nous ne sommes pas que des êtres calculateurs, contrairement à ce que l'économie néoclassique fait de nous, mais nous sommes des êtres qui débordent émotionnellement, qui avons de l'imagination, du désir. Et le fait de canaliser cette dépense vers le consumérisme de masse a contribué à aboutir au désastre actuel. Donc ce que propose une partie des décroissants, certaines réflexions fort intéressantes, c'est de réfléchir à cette question de la dépense et de lui donner toute sa place dans la société sous la forme des arts, de la musique, de la fête, du partage et de la convivialité, et non plus seulement sous la forme de l'accumulation personnelle d'objets de consommation. Enfin, l'autonomie, la troisième voie, c'est l'ensemble des voies qui nous permettraient un peu plus d'autonomie
par rapport aux objets techniques, par rapport au système technique. C'est Ivan Illich qui a été un des premiers à l'écrire, et Jean-Pierre Dupuis a eu la chance en effet de travailler avec Ivan Illich. Cette question de la moindre dépendance des individus et par rapport aux outils, à l'outillage qui aujourd'hui nous assujettit à des grands réseaux, par exemple. Donc, il y a tout un ensemble de réflexions autour d'une résilience, non pas strictement d'origine physique, hein, puisque la résilience, au départ, est un concept inspiré à la science physique, mais il a été extrapolé par des écologues aux sociétés humaines, en fait. Les sociétés humaines pourraient s'inspirer des écosystèmes pour être plus résilientes, c'est-à-dire, par exemple, la résilience, c'est la possibilité de se découpler d'un réseau, par exemple, de continuer à exister sans dépendre d'un grand système technique ou, par exemple, de la mondialisation. C'est aussi la valorisation de la diversité qui fait que quand une partie du vivant ou d'un système est endommagée, le reste peut continuer à fonctionner. Cette idée est très présente dans la démarche permaculturelle, qui n'est pas seulement un mode de plantation de jardin, mais qui est vraiment un projet sociétal de descente énergétique proposé par l'Australien David Holmgren et qui est en train de faire beaucoup d'émules. Au final, tout ce qui concourt à un rapport attentionnel au territoire et à autrui, autour de valeurs permaculturelles de partage et de convivialité et de descente énergétique, permettrait à l'anthropocène décroissant d'être le moment d'une forme de justice entre tous les peuples et les générations présentes et à venir. Merci. Merci beaucoup Agnès Sinaï. Bon, on voit que la problématique est gigantesque, mais votre intervention, suite à celle de Jean-Pierre Dupuis, commence à nous donner les contours de ce qu'on va pouvoir travailler pendant ces 2 jours. On peut prendre 10 minutes de pause et on enchaînera avec Monsieur Cyril Dion. Merci beaucoup.